Dans chaque épisode, je demande à mes invités de formuler un vœu. Cette fois-ci, je m'autorise ce petit plaisir avant même que la conversation ne commence. J'aimerais qu'en 2050, nous, les humains, ne soyons pas définis ou résumés par notre couleur de peau, par notre travail, par notre santé, par notre appartenance à une ou plusieurs soi-disant minorités. Bref, tout ce qui nous réduit, nous confine, nous empêche de respirer fort, en grand, nous retient de laisser jaillir nos envies, nos rêves, nos richesses intérieures parfois encore brutes. Dans ce monde-là, de mon invité, Romain Briffaut, on dirait tout simplement qu'il est un jeune artiste. On évoquerait pour le décrire son regard perçant et à la fois doux, son dos droit qui porte son mouvement permanent vers l'avant, son look impeccable de ces personnes qui aiment le confort et les beaux détails. Dans le monde d'aujourd'hui, on dirait de Romain qu'il est d'abord autiste. Et pourtant, il a su faire craquer l'étiquette du handicap, non sans obstacle sur son chemin, pour tracer sa propre voie. Romain Briffaut a créé et est à la tête de la maison de couture qui porte son nom. Il dessine des vêtements pour tous les corps des femmes et il esquisse avec moi un monde possible en 2050. Notre conversation est faite de mode, mais surtout d'inclusion et de tolérance. Bonjour Romain. Bonjour Rebecca. Je suis ravie, alors ça je le dis en fait finalement au début de chaque épisode, parce que je suis toujours ravie d'entamer ces conversations à chaque fois avec des personnes très différentes et qui m'apprennent plein de choses sur leur vision du monde. Et nous on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mars. Effectivement. Ouais, et c'était une très belle rencontre et ce qui nous a donné envie de nous revoir pour parler du futur. Ah. Un sujet passionnant. Ouais, un sujet passionnant. Et peut-être avant d'en parler, c'est un endroit que tu as choisi pour cette conversation, un endroit qui est le tien. J'aimerais que tu me parles de ce lieu. Un endroit qui m'est très cher, un endroit qui est basé sur l'affectif, c'est chez mes parents. Ouais. Voilà. Donc bon, on est dans la région de Morgny-la-Pommeraye. Là où c'est un peu champêtre, mais voilà, on est dans ce lieu magnifique qui reflète un peu ma vie actuelle, c'est-à-dire vivre un peu éloigné des grandes villes, un petit peu un monde artistique, vivre dans sa campagne pour se recueillir, pour avoir les meilleures inspirations possibles. C'est un lieu où je m'épanouis pleinement et où je confectionne des vêtements avec les nombreuses couturières qu'il y a autour de moi. Oui, parce que justement derrière toi, pour ceux qui regarderont la version vidéo donc sur YouTube de cette conversation, on voit derrière toi des rouleaux de tissu et puis des croquis attachés, accrochés au mur parce que tu es styliste, Romain. Exactement. Alors, styliste, oui, je le suis et je suis énormément passionné par mon métier. C'est incroyable parce que je voulais à la base, depuis tout jeune, j'ai toujours été attiré par les structures, les grands bâtiments, le tissu, la mode. J'ai toujours eu un regard un peu visionnaire, c'est un peu grand de le dire comme ça, mais j'ai toujours un peu décortiqué tout visuellement, de savoir comment c'était fabriqué, quels étaient les détails qui étaient à retenir pour essayer de s'en inspirer finalement. Et sans savoir, quand j'étais jeune, je faisais des structures avec n'importe quoi, je confectionnais des œuvres d'art. Il y avait quelques-unes de mes profs qui disaient c'est incroyable ce que tu arrives à faire de tes mains. Même les professeurs de dessin en art plastique disaient il a du beau potentiel. Il a un don, celui-là. Alors que je ne pensais pas du tout. Ça s'est révélé que très tard pour moi. Parce que le système scolaire, oh pardon, Mais en fait, un lapsus peut-être révélateur. Ouais, On parlait, ça va être au cœur du thème que tu as choisi, que l'éducation peut parfois susciter de la colère et du mal-être. Ah oui, peut-être. Ah oui, alors très bon, on va essayer de se baser sur ce lapsus révélateur. Non, on va dire un peu scolaire et colère aussi, parce que quand tu es un peu différent, ça évoque un peu de la colère chez les gens et de la compréhension. C'est aussi pas. Mais c'était pas prévu ça, plus. Mais comme quoi,
quoi, ça vient toujours bien. Exactement. Ouais. Alors tu dis quand on est un peu différent, parce que tu as une singularité et que tu revendiques, ou en tout cas que tu ne caches pas, puisque depuis tout petit, tu as été diagnostiqué autiste, Asperger. Et finalement, j'ai l'impression que cette différence, tu en as fait une force. J'en ai fait une force parce que il s'est fait que dans ma vie, sans sortir exactement tous les violons, j'ai eu des moments difficiles, voire très difficiles. Je raconte pas tout parce que ce n'est pas franchement utile d'aller dans les sanglots mélodrames dramatiques. Voilà. Je veux garder que le meilleur de ce que j'ai, de ce qu'il y a au fond de moi en fait, et d'essayer de donner un autre regard sur le monde du handicap. Ouais. Moi, dans ma tête et dans mon ambition, c'est de dire stop la souffrance, stop les clichés de l'autiste qui se tape la tête contre les murs, qui bave. Moi, je suis très tolérant, énormément. J'aime tous les autistes du monde, ils méritent tous une chance. Ouais. C'est vraiment vrai, j'ai vraiment ça en moi. Je revendique haut et fort justement que l'on aide les personnes avec autisme. Et moi, ce que je veux, c'est justement faire évoluer le monde en disant que être autiste, c'est pas une fatalité, quoi. C'est plutôt une force. Oui, d'ailleurs, c'est souvent comme ça que tu en parles, que ça peut être une force. Et d'ailleurs, tu utilises une expression que j'aime beaucoup, c'est celle de neurodiversité. Exactement, oui. Donc, neurodiversité, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, la neurodiversité, c'est de vivre ensemble. Alors, peu importe que tu sois autiste, ou alors ou que tu aies un membre en moins, ou que tu aies eu un accident, ou que tu aies simplement atteint de la trisomie 21, nous avons tous dans la vie nos potentiels. Ouais. Et je pense que la meilleure façon la valeur première d'un homme, moi j'estime que c'est le travail. Alors, il y a une grande phrase qui dit que l'on reconnaît la valeur d'un homme par son travail, mais pas que. Sa façon aussi d'accepter la différence. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai été baigné dans cette manière d'être avec ma famille. Et je trouve que c'est une valeur qui est magnifique. Parce qu'une fois que tu as accepté ça, tu peux faire un monde meilleur. Ouais, totalement. Vraiment. Et justement, le thème que tu as choisi pour se projeter dans quelques instants en 2050, c'est celui d'une société inclusive. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, la société, elle ne sait pas encore accueillir cette neurodiversité. On reste encore dans des toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Bah oui, j'ai eu la chance aussi de bénéficier de la loi février 2005 pour justement commencer à être le premier, comme un petit pionnier, à pousser les portes, à être le premier scolarisé. Et je me rends compte que c'est compliqué dans la vie de tous les jours d'arriver à être différent, de se faire accepter. C'est pas bénin. Il faut que les professeurs soient complètement. Il faut qu'ils acceptent justement la neurodiversité en quelque sorte. Et qu'il y ait un accompagnement qui soit responsable aussi de la personne en situation de handicap, qu'elle ne se sent pas justement exclue de la société. Ouais. Quand j'entends exclu de la société, c'est aussi être exclu des écoles et exclu du monde professionnel. Ouais. Voilà. Et alors justement, avant de parler de qu'on se projette en 2050, le travail, tu l'as dit, est important pour toi. En plus, tu as cette chance, c'est que ton travail, c'est aussi ta passion. Donc c'est vrai que c'est une grande passion. Ouais, une grande passion. Et donc justement, toi, donc tu dessines des vêtements, tu habilles des femmes dans toute leur diversité d'ailleurs, que ça soit de forme, de handicap aussi. C'est aussi un choix que tu développes avec de nouvelles innovations d'ailleurs. Beaucoup d'innovations, oui, qui d'ailleurs commencent à prendre, qui commencent à devenir un peu actif. Ouais. Parce que on est en train de développer en ce moment avec mon jeune frère Alexandre, qui est franchement formidable, qui gère l'entreprise d'une main bien ferme, qui sait exactement ce qu'il veut, exactement comme moi. Donc c'est toi la main de velours qui dessine, et c'est la main ferme pour le management. Oui, on peut dire ça, mais en fait, lui, en fait, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais lui comme moi, on a chacun notre capacité à
dans nos propres domaines, et on est vraiment très très passionné par nos métiers. Alexandre qui est dans le management, qui dirige l'entreprise merveilleusement bien. Ouais, donc l'entreprise roule un peu. Voilà, exactement. C'est donc la maison de couture. Il en a créé d'autres à côté, mais bon, ça c'est un sujet très très vaste. Alexandre, c'est un directeur, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a plein de ressources, alors qu'il est comme moi, tout jeune. Ouais. Mais ça, pour moi, ça me rassure parce que je sais que ça peut faire un avenir prometteur. Ouais, et donc tu travailles avec lui sur un nouvel outil pour permettre que l'on soit sur la planète de pouvoir essayer des vêtements, concevoir des vêtements. Je ne sais pas si je le dis très bien. Non, c'est parfait, c'est parfait. Non, c'est en fait le projet, c'est en fait de pouvoir donner accès justement, voilà, comme quand on rentre dans une boutique de voiture, c'est sélectionner en fait par exemple toutes les options que l'on veut. Choisir sa voiture sur mesure, le coloris de sa voiture, les tissus par exemple, voilà, que l'on veut incorporer, quelle est la surpiqûre que l'on veut avoir. Nous on est en train de créer justement un truc, enfin c'est un logiciel qui est complètement innovant, qui va pouvoir justement faire ce genre de choses, donner accès justement à la qualité du sur-mesure. À la qualité du sur-mesure, bien sûr. À moindre coût, parce que sur mesure, c'est quand même, on essaie de créer un truc qui vraiment n'a pas été accessible jusqu'à présent dans le monde de la mode. Et puis finalement, on retrouve là aussi avec ce projet l'idée d'une société inclusive, c'est que n'importe qui, quelle que soit sa taille, ses spécificités physiques, puisse trouver le vêtement qui lui va, qui le magnifie finalement. Et ce qui est incroyable en plus dans ce projet, c'est que le logiciel, enfin la structure, enfin le processus d'habillement est fait justement pour pallier aux problèmes morphologiques. Donc ça permet d'effacer par exemple un dos un peu voûté, un déhanchement un peu plus aigu du corps. Il réussira à justement façonner le vêtement comme si vous n'avez aucun problème, défaut physique même. Et ce logiciel sera capable de vous faire un vêtement auquel on ne verra même plus la différence corporelle. C'est un peu la robe de Cendrillon en fait. C'est ça, j'ai hâte Romain, parce que alors j'ai pas de spécificité particulière, si ce n'est que je suis grande et souvent les vêtements ne sont pas adaptés, on va dire grandes et pulpeuses, souvent c'est pas adapté. Donc j'imagine tout le nombre de cas de personnes qui pourraient trouver du plaisir grâce à cet outil. Mais revenons-en à 2050, à cette société inclusive. Quand tu te projettes dans 32 ans, tu seras encore évidemment beaucoup plus jeune que moi. Je pense, oui. Et quand tu imagines une société inclusive en 2050, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu verrais? Déjà des vêtements qui ont la capacité de se fermer sans forcément avoir le biais d'une fermeture éclair. Que la femme soit complètement libre de ses vêtements, avec quand par exemple il fait froid, le vêtement s'auto-réchauffe. J'aimerais aussi créer des matériaux innovants. Je peux pas trop en dire, mais je vais juste citer quelques exemples. Bien évidemment que quand la nuit tombe, le vêtement de jour s'éclaire. De par la fraîcheur, bien évidemment. Je trouverai le moyen, pas forcément, mais je vois s'adapter à l'environnement et en plus de créer aussi un vêtement qui soit anti-allergène pour la peau et qui ne fasse pas mal comme les autistes n'aiment pas être vêtus. Parfois je fais référence à mon jeune passé parce que je ne supportais pas les vêtements et je les enlevais quand ça m'énervait. Et même une étiquette, je suis incapable de garder une étiquette sur un vêtement. Donc je ferai en sorte que les étiquettes soient totalement en velours. Très bien. Oui, bon, sans trop rentrer dans les domaines luxueux, j'essaierai de faire un truc assez sympathique, mais pour aussi 2050, j'essaierai aussi de faire un truc innovant pour les hommes. C'est effectivement, ce sera la même chose que pour les femmes, mais je trouverai aussi d'autres moyens technologiques de faire avancer la qualité de leurs vêtements, que un homme
leurs costumes sont complètement doublés, et il y a des tonnes de toiles qui sont... c'est une façon très compliquée. Ouais, donc déjà, quand tu te projettes dans ce futur, je sens déjà que t'es les yeux qui pétillent, plein d'innovations, plein de pistes à explorer. Il y a toujours des innovations, on peut toujours tout trouver. Ouais. Et puis, cette société inclusive de 2050, il y a le thème de l'éducation, de l'école, où tu aimerais que les choses soient différentes d'aujourd'hui, je crois. Ouais. Bah, l'école, c'est important de dire aux personnes, faites en sorte d'aider les jeunes qui sont en difficulté. En 2050, moi, je verrais bien, par exemple, des bornes informatiques pour inscrire leurs enfants en fonction de leurs difficultés scolaires, et qu'un tel logiciel, par exemple, puisse donner accès à une classe sans forcément avoir besoin d'évaluer l'enfant psychologiquement par le biais d'un test qu'on fait en ce moment pour déceler l'autisme. Un ordinateur soit en capacité de comprendre quelle est la problématique de l'enfant et d'avoir accès justement à ses difficultés au final. Ouais, donc finalement, ce que j'entends, on revient au sur-mesure. Je peux juste faire un petit truc. On est en train de créer un logiciel justement là-dessus en ce moment. Je vous en dis pas plus. Pour l'instant, c'est un truc qui va aller dans ce sens-là pour l'instant. On peut dire que c'est un logiciel qui c'est vraiment d'actualité. C'est un logiciel qui arrive et qui va pouvoir aider n'importe quelle personne dans le monde. Et que ce soit ça sera un logiciel international. Mon frère est en train de le développer en ce moment. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais le jour venu, on vous expliquera le processus. Mais c'est un logiciel qui permettra aussi bien aux neurotypiques, personnes normales ou normaux, ça dépend de la façon dont on dit, et aux personnes justement avec des difficultés justement dans le monde du handicap. Ça peut en fait servir autant les personnes parce qu'il y a aussi des personnes totalement neurotypiques qui ont des difficultés dans la vie. Oui, aussi. Dans les neurotypiques, vous avez des dyscalculiques aussi. Tout existe. Donc ce logiciel va aussi permettre d'aider l'ensemble de la population, qu'elle soit justement de type moins aisé ou plus aisé. C'est un logiciel qui va toucher tout le monde. Et qui va justement apporter du bonheur dans la vie des gens. D'accord. Donc affaire à suivre de près. On a beaucoup de choses avec mon frère et moi, mais c'est Alexandre qui est vraiment la tête pensante de l'équipe. D'accord. Moi, je suis là pour lui et pour moi, j'ai la tête pensante pour tout ce qui est le côté artistique. Et Alexandre, c'est tout ce qui est 2.0 technologique. D'accord. Donc en 2050, les outils technologiques, numériques au service de l'école pour permettre à chaque enfant, quelles que soient ses capacités, ses spécificités neurologiques ou pas, ou physiques, de lui proposer un système éducatif qui soit à la fois inclusif, donc on mélange tout le monde, mais à la fois du sur-mesure. Où on peut aller, par exemple, on repère que cet enfant est dyscalculique, donc sur la séquence de cours de maths, on va lui proposer un autre format, etc. Alors, en fonction de ses capacités cérébrales à justement évaluer les problèmes qui sont posés dans les questions, par exemple mathématiques, on verra la cadence et les problèmes évoluer, aller plus loin pour que la personne en tant que telle puisse comprendre, par exemple, une quelconque problématique, mais cette fois-ci, imaginons un enfant de bas âge qui est, je grossis un peu le trait évidemment, qui est 6 ans, soit capable de résoudre un problème d'adulte. Donc on va accompagner à la fois dans le rythme et la méthodologie, à la fois pour ralentir ou accélérer en fonction des besoins. Donc trouver un terrain d'entente en fonction des différentes capacités cérébrales. Et alors, justement, cette adaptation, un peu ce sur-mesure de l'éducation, ça nécessite aussi que les enseignants soient formés
pour accompagner, parce que je crois que dans ton parcours, à la fin de notre conversation, on parlera d'un livre bientôt. Ah voilà. On va apprendre plein de choses sur toi. On va vite. Mais c'est juste le dit là et on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Dans ton parcours, parfois, voilà, les profs n'étaient pas formés, peut-être pas, c'est pas qu'ils ne soient pas à la hauteur ou pas, mais il manquait une formation pour comprendre tes besoins spécifiques. Oui, parce que après tout dépend. Alors c'est comme une surprise. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Soit c'est une bonne surprise, soit c'est une mauvaise surprise, en fonction des années qui se présentent devant soi. Ouais. On peut tomber sur des personnes qui ont une capacité à accepter la différence, comme d'autres à pouvoir ne pas l'accepter, voire l'évincer. Voilà. Donc moi j'ai vraiment connu de tout lors de ma vie, mes parcours scolaires. Ça n'a pas toujours été évident, je ne le cache pas aujourd'hui, mais je crois profondément que si on devait, justement pour 2050, avoir accès justement à des cours spécialisés pour que les profs apprennent à accepter la différence, ce serait déjà pas mal. Et pareil pour les neurotypiques et les personnes avec handicap. Que les personnes avec handicap acceptent aussi la différence des personnes neurotypiques qui ne les comprennent pas forcément. Oui, dans les deux sens. Dans les deux sens. Parce que si personne ne peut se comprendre, ça ne sert à rien. C'est ça. Il faut un terrain d'entente, il faut avoir la cohésion et la synchronicité, si on peut parler. C'est vrai. Apple sait de quoi on parle, synchroniser. C'est ça, synchronisation des montres. Alors ça fait référence à une série de ma jeunesse dont tu ne devais pas être né, tu ne vas pas connaître. Mais il me tarde de la savoir. C'était Parker Lewis, voilà. Ça me dit quelque chose. C'est vrai? Ouais. C'est pas si vieux que ça. Et je pense à autre chose, c'est que il y a un métier aujourd'hui qui est trop peu reconnu. C'est celui d'AVS, 3 lettres qui veut dire assistant de vie scolaire. Et toi, c'est un de tes chevaux de bataille. Grand chevaux de bataille. Ouais, c'est ça. En 2050, que ça pourrait devenir un grand et beau métier, celui d'AVS. Véritablement, il y a d'espoir. Beaucoup. Moi, je n'arrête pas de le dire. Je dis les AVS, c'est l'avenir de demain. C'est un truc qui va véritablement révolutionner notre société. C'est incroyable, une personne qui peut aider une personne et cette personne va pouvoir avoir un emploi un jour. C'est formidable. Moi j'ai eu la chance de tomber aussi sur des bonnes et des mauvaises, comme d'habitude. La vie n'est pas toute rose, n'est pas toute n'est pas toute noire, ni toute gris, voilà. J'ai vraiment une ambition, c'est aussi de faire valoir la qualité de l'approche pour que les AVS puissent aussi exprimer leur métier, faire ce qu'il est bon de faire, juste dans la mesure où elles sont aussi capables d'accepter finalement la différence de celui qui est sous son aile. Et puis de faire le lien avec les autres, justement, de permettre de s'apprivoiser mutuellement. Il y a ce rôle de transmission. Il y aura ce rôle de transmission, à mon avis. Alors, c'est un peu grand de le dire comme ça, mais des formations spécialisées pour les AVS. Il existe de tout. La formation AVS existe déjà, mais la formation AVS pour personnes, par exemple, en situation de trisomie 21, aussi AVS en situation de handicap moteur. Oui, parce qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, une personne AVS peut une année accompagner quelqu'un, un jeune en fauteuil roulant, et l'année suivante accompagner quelqu'un qui est atteint de la trisomie 21, donc ça n'a rien à voir en termes d'accompagnement. Oui, et puis bon, c'est un peu la patate chaude pour les AVS aussi. Ça part vers quel côté faut aller, c'est chaud pour eux, quoi. C'est pas facile tous les jours. Moi j'ai connu une AVS, elle a géré 2 personnes dans la même année, faut le savoir. Donc c'était moi et une non-voyante. Donc déjà pour donc l'accompagnement était totalement différent. Ah bah oui. Et puis il faut avoir la passion dans ce cas-là. Et moi je lui tire mon chapeau parce que c'est merveilleux. Elle a réussi à faire 2 choses à la fois. Et ça n'a pas de prix, une AVS qui sait justement donner son temps à la fois pour l'un et pour l'autre, et qu'elle arrive à dissocier
à dissocier justement les deux différences. C'est un exercice mental très très poussé, il faut être motivé. Moi je sais pas comment on l'a fait. C'était peut-être un robot. Ouais, voilà, c'est ça. Justement, j'allais y venir. 2050 était présent, le retour vers le futur. Exactement, en 2050, parce que tu es quand même friand des technologies quand elles se mettent au service de besoins non satisfaits aujourd'hui par les gens. Est-ce qu'en 2050, ces AVS, ça pourrait pas être des robots? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, comme je vais un peu me répéter, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut avoir justement le logiciel pour. Ouais. Et ça, l'intelligence artificielle nous le dira. Ouais. Je pense que ça peut être possible, mais moi j'aime bien la vieille méthode. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, une des particularités de l'autisme, en tout cas peut-être Asperger, alors je vais te dire des bêtises, je suis pas du tout on est là pour dire des bêtises. Voilà, c'est ça. De toute façon, 2050, personne ne le sait, donc on se fait plaisir. C'est que les relations interhumaines sont extrêmement importantes, à la fois dans ce qui passe et dans ce qui ne passe pas. Donc en 2050, est-ce que, justement, avec un robot, quelles interactions, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, pour moi, alors un robot, ce qui serait super, franchement, c'est qu'il permette justement de dire, par exemple, à son élève, voilà, sa personne qui la garde, à tel endroit, tu as tel cours à tel étage, par exemple. Ce serait merveilleux. Moi, j'étais complètement perdu. Hein. Ah, oui, ouais. Complètement, parce que dans les intercours, on devait changer de classe. C'est pas facile. Hein. Ouais, dans les flux, quand on a un emploi du temps bien chargé, où tu changes 4 fois de classe et t'es dyscalculié, tu sais pas compter, effectivement, ce qui n'a pas été vraiment mon cas, je savais compter et même lire. Et je me mets à la place d'autres personnes avec autisme qui sont un peu plus en difficulté que moi. Ça pourrait être super bénéfique. Hein. Il serait à l'heure tout le temps, l'enfant. Et il serait très heureux. Il ne se ferait pas moquer de lui dans la classe en disant tous les élèves en disant oh t'es en retard. Par contre, donc ça apporterait un accompagnement pratique, serein. Voilà, c'est ça. Mais par contre, le jour où il n'y a plus de piles dans le robot, c'est encore un problème. Oui, c'est ça. Nouveau système de batterie. Au lithium super sidéral. Exactement, c'est ça. Non. Je crois en la technologie, mais c'est comme ça. Après, quand tu n'as plus la technologie, il faut que tu saches calculer de tête, que tout soit informatique. Après, on rentre aussi dans moi, je suis entre deux générations. Je me situe un peu comme ça. J'ai de la chance d'ailleurs de me situer comme ça. Je vois le côté un peu passé du côté pas forcément de mes grands-parents, mais autres personnes qui sont complètement perdues au niveau informatique et d'autres qui sont juste de l'autre côté. Voilà. C'est ça. Donc les jeunes que je côtoie, ils sont avec leur téléphone, ils savent exactement comment manipuler un système informatique et ils n'ont aucun problème. Ils sont nés avec, ils savent comment ça marche. Donc, en 2050, il reste à mettre tout ça au service vraiment des besoins et pas juste du gadget. J'aimerais qu'on revienne à ton métier, celui de styliste. Il y a ces quelques dessins derrière toi. Des tenues pour femmes d'ailleurs. Alors justement, la femme en 2050, si je te dis... alors, je sais que pour toi, la femme n'existe pas, parce que c'est les femmes dans toutes leurs différences, mais est-ce que 2050, tu projettes quelque chose, une silhouette bah moi, j'y ai déjà pas mal pensé. Un vêtement qui s'enfile tout seul déjà, ou qui ne soit pas difficile. Voilà, à enfiler, parce que parfois, quand tu vois dans les... Par exemple... moi, je suis pas forcément dans la couture, mais quand je vois les vêtements de la couture, il faut avoir besoin de 2 personnes pour se vêtir. Bon, c'est pas facile. Alors que par exemple, dans 2050, je verrais bien des robots habiller une femme, qu'il y ait une assistance complète d'habillement ou d'habillage, en fonction de ce qu'on peut dire, et qui soit en capacité de fermer une fermeture éclair ou
je ne sais quoi, sans avoir de problème technique, si on peut dire. Et souvent dans les films de science-fiction, on voit des tenues qui caricaturent un peu l'idée du futur, mais tout en plastique ou des choses comme ça. Alors, il y a ça, mais il y a aussi d'autres univers, bien évidemment Star Wars, Marvel, DC Comics, voilà, moi j'adore, je suis très cinéphile. Moi aussi j'aime beaucoup tous ces films-là. Alors, bienvenue. Faut que j'aille voir Avengers Infinity War. Ah bah je l'ai vu, il est extraordinaire. Bon, mais voilà, je fais un peu référence à ces choses-là, mais je suis... Alors, dans les films, ils grossissent un peu le trait parce que bon, c'est sûr, ce serait excellent qu'un vêtement fasse voler ou je fais référence à le célèbre et légendaire Iron Man. Oui, et lui il vole bien évidemment, mais avec de la nanotechnologie. Je l'envisagerai un jour, mais par contre, ça va être compliqué s'il n'y a plus de couture là. C'est des robots qui ont créé du textile. Bon, c'est assez étrange, mais moi je pense que c'est, à mon avis, pour 2050 possible. D'accord. Okay. Je discutais avec ma mère il y a pas si longtemps de l'avenir en 2050 et par exemple de pouvoir acheter son vêtement sur internet, enfin son vêtement même, et que comme une imprimante 3D, elle te fasse ton tissu, enfin ton vêtement à l'intérieur de ta maison. Ah bah oui. Et donc on serait chacun plus besoin de se déplacer plus besoin de se déplacer en ville. Tu as ton vêtement qui se conçoit à la maison. Tu achètes, l'imprimante te fait en 3 dimensions. D'accord. C'est sur mesure. Pas mal. Bon, après, on évoluera peut-être différemment, on trouvera d'autres techniques. Mais moi, si tu me demandes des idées, je vais t'en trouver plein. Ouais, j'aurais dû te demander de prendre une feuille et un crayon. Mais non, c'est. Ah là, dans la parole. Je pense qu'on en a pour un petit bout de temps. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la création, donc tu as ton atelier, ta maison de couture, mais tu as quand même aussi des collaborations avec des maisons de couture ou en tout cas des marques qui te permettent aussi de projeter aussi dans le futur, d'innover à partir de marques historiques. Oui, une petite anecdote peut-être. Ouais, allons-y. Moi j'ai une petite anecdote super sympa. En fait, ça s'est passé avec une entreprise, ça s'est réellement passé. Avec Saint-James, ça a été franchement entre nos deux entreprises. Par contre, la leur est beaucoup plus grosse que la nôtre en ce moment même. Vivement en 2050. Voilà, c'est ça. Tu auras rattrapé, monté les échelons, voilà. Mais je rêve bien d'être à leur niveau. Parce qu'ils ont des capacités de production énormes. Avec du qualitatif. Et c'est ce qu'on adore, nous, dans notre entreprise, c'est que tout est qualité et on n'est jamais déçu. Je peux en discuter très simplement. C'était en fait, on était venu justement pour avoir des petits renseignements pour aller un peu plus loin dans notre entreprise, savoir si bien évidemment une personne était capable de nous donner les capacités d'aller plus loin au niveau financier. Et il s'est fait que le directeur de ces Saint-James, avait comme une petite révélation. Il m'a proposé non pas de nous donner de l'argent, mais de m'investir dans leur entreprise pour justement essayer de donner un nouveau coup de crayon, un nouveau souffle, un coup de jeune, comme je le disais autrefois. Et dire un coup de jeune, en fait, c'est pas péjoratif, c'est parce que Saint-James, ça a beaucoup d'écus, c'est de la couture traditionnelle, la grande couture traditionnelle, et moi je vais apporter une petite touche de couture différente au niveau de la finition du vêtement. Donc je me suis vraiment éclaté à le faire. Et d'ailleurs, tu as créé une robe de mariée. Une robe de mariée. Oui. Alors, il s'est fait qu'un jour, le directeur qui s'appelle Luc, Luc le Sénécal, m'a proposé de faire un petit. Il m'a demandé de faire une petite collection. Donc, pour 9 modèles pour hommes et 9 modèles pour femmes. Bien sûr, je les ai faites, ça m'a été franchement extraordinairement
j'ai vraiment aimé. Ouais. J'ai vraiment aimé et j'étais vraiment dedans. J'ai adoré faire cet exercice parce que je n'avais pas l'habitude de travailler les rayures. Je travaille toujours avec les tissus unis et surtout dans les différentes qualités de tissus. Et il s'est fait que je me suis dit, dans une nuit, je me suis dit non, ça va pas aller vraiment. Je vais aller un peu plus loin et je vais leur faire 81 modèles dans la deuxième nuit. D'accord. Donc j'étais vraiment motivé, vraiment pour leur donner un second scoop de créativité. Donc le jour était arrivé et Luc est venu dans mon atelier et a vu les modèles et voilà, la fabuleuse histoire commence. Ouais. Je lui présente les 9 modèles pour femmes et pour hommes, chacun de leur côté, donc 9 pour femmes, 9 pour hommes. Et il dit, moi j'aime bien ça, j'aime bien ça. Bon, déjà ça commence bien, je commence à trouver ça sympathique parce qu'il a aimé un peu mon talent. Et je lui explique que je suis allé un peu plus loin, je lui présente après toute la déclinaison, c'est ça, le défilé de mode, et il voit réellement 81 modèles, histoire folle. Il dit ça j'aime bien ça, ça j'aime bien ça, ça j'aime bien ça c'est pas exactement pour l'image de Saint-Jean. Il dit, après il ferme tout, il dit, il retourne dans notre salon. Il dit, moi j'aime bien ce que tu viens de créer, mais je ne peux pas accepter ces modèles. Voilà. Donc je lui demande pourquoi. Il m'explique tout simplement qu'il n'est pas décisionnaire de ça. Il ne peut pas dire si oui ou non. Et il m'a mis en relation directe avec son staff technique et les couturières qui travaillent autour de la fabrication Saint-Jean pour savoir si oui ou non mes modèles sont réalisables et ont l'éthique de Saint-Jean. Parce que Saint-Jean tient vraiment à rester dans leur valeur, leur signature, que ce soit pas trop l'expression dit abracadabrantesque, que ça ne va pas dans tous les sens, que ce soit vraiment très précis. Et au final, on a fait une réunion et voilà, ces 2 modèles ont été acceptés. Justement, il y a une robe de Saint-Jean de mariée et il y a eu aussi un costume de mariée qui n'a pas trop été médiatisé, mais vraiment la plus grosse pièce de ma collection, qui a vraiment été, qui a vraiment lancé, franchement, l'admiration de Saint-Jean, c'était la robe de mariée. Ouais, que j'ai eu la chance de voir en photo. On peut rien vous cacher. C'est ça. On peut rien cacher. Donc voilà, et ça a commencé comme ça. Ouais, donc une belle aventure et donc plein de belles choses pour les 30 ans à venir jusqu'au 2050. Et j'ai une autre bonne nouvelle, on a reco-signé pour une double signature, partenariat au final. Parce que on a vraiment eu un très 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 gros coup de foudre cette année professionnelle et on veut poursuivre notre aventure stylistique jusqu'au bout. D'accord, c'est super, félicitations. Merci. Alors, avant de conclure notre conversation, tu le sais, je demande toujours à mes invités de formuler un vœu pour 2050, mais tout à l'heure je l'ai dit rapidement, dans les semaines à venir, on va pouvoir découvrir un livre le fameux livre. Voilà, le livre qui raconte ton histoire, parce que là on a fait je sais pas, exploré quelques petites touches, mais juste des allusions, et tu es vraiment quelqu'un à connaître, et donc ce livre sortira dans quelques semaines et ce sera l'occasion tu as raconté ton parcours. Oui, je raconte un peu mon parcours, de ma vie, de ma jeune vie, en tant qu'autiste Asperger. Bon, je dirais plus autiste parce qu'Asperger c'est plus vraiment d'actualité, c'est un peu démodé de le dire comme ça. On va plutôt parler de singularité autistique. Voilà. Et jusqu'à ma vie professionnelle au final. Voilà. Savoir par quelle étape j'étais passé, comment j'avais pu évoluer dans ce monde qui m'était complètement familier. Parce qu'il faut savoir que quand je suis venu au monde, je ne savais pas ce que signifiaient tous les codes sociaux. Oui, c'est ça. J'ai encore un peu de mal de nos jours, mais c'est plus maintenant c'est plus un exercice qui m'est plus familier au final parce que c'est devenu naturel.
Mais autrefois, je ne comprenais pas du tout les neurotypiques. Je ne savais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire, soit pleurer de rire, pleurer de douleur, ou pleurer parce que t'as simplement un truc dans l'œil. Voilà. T'as plusieurs trucs. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Tu peux être, par exemple, quelqu'un qui est fâché, tu vas pas aller directement lui dire « Ah, t'es fâché faut que tu me dises pas, non, généralement quand les gens sont fâchés, faut pas trop y aller. Faut les laisser se redescendre. Donc tout ça, ça a été un apprentissage de ces codes, de comprendre les émotions. Voilà. Mais c'est fascinant en fait. Et c'est là où maman me dit, j'ai toujours été très pudique avec cette phrase. Elle me dit, t'es mon rayon de soleil. Mais pour moi, la vie c'est naturel en fait. On n'a pas besoin de comprendre, on a besoin de nous comprendre. Et maman voyait ma façon de réfléchir différente. Elle me dit tu es mon rayon de soleil parce que j'ai une vision différente des choses. Et moi je vois le mal nulle part alors que les autres oui. Moi je suis pas quelqu'un qui est non plus très je suis pas quelqu'un qui est très on pourrait dire très peut-être autre mot. Innocent. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir la tête bien réfléchie. J'aime bien réfléchir à toutes ces choses-là. Et ma mère trouve que c'est incroyable cette façon de penser. Donc une vraie richesse, et donc tout ça à découvrir dans ce livre, à paraître prochainement. Je tiendrai à informer les auditeurs. Oui, exactement. Mais c'est un livre à la base qui est basé sur, il est complètement basé sur l'espérance, l'espoir et l'amour. C'est les trois piliers auxquels j'ai voulu me poser, parce qu'il est très dur de faire comprendre aux personnes que la vie ce n'est pas une fatalité. On peut tous faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose, et peu importe qui on est, il faut donner la chance à des personnes finalement comme moi. Je peux le dire aujourd'hui. Et tant d'autres, comme bien évidemment aux personnes neurotypiques, leur donner la chance de comprendre qu'est-ce que c'est réellement la différence. On apprend beaucoup de choses à l'école. Et moi je dis qu'il y aurait une matière à ouvrir, c'est le handicap. Pour en comprendre déjà toute la diversité, en comprendre les ressorts. On a perdu beaucoup de temps. Je pense qu'il est temps de changer les choses. Trouver un nouveau regard, le regard tourné vers l'avenir. Ouais, voilà, c'est ça, on revient à cet avenir, à 2050, et en 2050, je suis sûre qu'on pourrait se recroiser, tu pourrais me parler du tome 2 de ce livre, puisque tu auras 30 ans d'une carrière professionnelle. J'espère que ce ne sera pas que le tome 2, mais le tome va être un peu grand, mais peut-être le tome 5, je sais pas. Ouais, on sait jamais. Voilà, de toute façon, je serai un peu vieux en 2050. Hein. Ouais, à peine. Oui, à peine. À peine. J'espère que je n'aurai pas pris de ride. Alors, pour conclure, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050. Alors, normalement, on ne dit pas les vœux. Bah voilà. Mais, en fait, tu vois, quand on est dans la bulle de ce podcast, hashtag 2050, on peut révéler son vœu, et ça ne gâche en rien le fait qu'il puisse se réaliser. Mon vœu, c'est effectivement de vivre tous ensemble, peu importe qui on est, trouver la force et faire comme une maman ou un papa, aimer nos prochains. Ouais, très bien. On finit sur une note d'amour. Merci à toi, vraiment, Romain. Merci beaucoup. Merci, Rebecca. Pour en savoir plus sur Romain Briffaut, je vous invite à guetter les sorties chez City Éditions, puisque le 10 octobre, vous pourrez vous plonger dans son livre « Ma différence et ma force », coécrit avec l'excellent Sébastien Bailly. D'ici là, je prends une voix grave pour vous inviter, voire vous enjoindre, à aller sur iTunes, me déposer quelques lumineuses étoiles avec un mot doux. Mais aussi à partager cet épisode et tous ceux que vous aimez avec votre entourage et sur les réseaux sociaux, bref, à partager nos petites aventures dans le futur. C'est un moyen simple de vraiment me soutenir et m'encourager. Sur ce, j'ai déjà hâte de vous livrer une nouvelle rencontre, mais chut, chaque bonne chose en son temps. Soyons patients, mais soyons toujours curieux.